Bien, bonsoir à tous. Merci beaucoup de m'avoir proposé de participer à ce quart d'heure Pasteur. Alors moi, c'est la première fois que, je suis arrivé en novembre. C'est la première fois que j'assiste au quart d'heure Pasteur, donc j'espère que ça va être à peu près comme c'est attendu habituellement. Donc le principe, c'était d'axer sur une des problématiques qui m'intéresse moi actuellement, qui est essentiellement finalement l'interface VIH et inflammation. Et sur cette interface-là, cliniquement, on a la problématique que je vais vous présenter du vieillissement, notamment cardiovasculaire et tumoral. Donc, comme Clémentine l'a dit, moi je suis ancien chef de clinique en médecine interne à Bicêtre. Actuellement en poste d'accueil, je travaille surtout sur inflammation, VIH et la voie des interférons. Et donc cette partie-là est embranchée très indirectement à mon projet de recherche actuel. Alors la première des questions, ça a été de se dire pourquoi et comment vous présentez ça. Je ne vais pas vous présenter en fait de cas cliniques parce que finalement on s'intéresse à une population essentiellement, et donc pour arriver sur les problématiques actuelles de recherche et la discussion, on va regarder finalement quel est le visage actuel de l'infection par le VIH, les faits et les causes de ces comorbidités cardiovasculaires et tumorales, et donc qu'est-ce qui va nous intéresser du lit du malade à la paillasse et de la paillasse au lit du malade. En pratique, si on regarde l'épidémiologie actuelle du VIH, ça j'ose à peine présenter dans un endroit comme l'Institut Pasteur le fait que, bien évidemment, c'est une pathologie qui intéresse tout le monde, avec des problématiques qui vont être un petit peu différentes en fonction des pays dits du Nord et des pays dits du Sud, quoique, au final, on revient maintenant de plus en plus à des problématiques similaires qui sont, d'un côté, évidemment, le traitement et l'éradication du virus, et d'un autre, de faire la prise en charge des comorbidités. Et en pratique, si on regarde en France ce qui se passe, simplement pour être très général, on estime qu'il y a autour de 150 000 personnes infectées par le VIH, dont environ 30 000 ne le savent pas. Donc on est quand même sur des pathologies assez importantes en matière de prévalence. Et puis finalement, cette problématique-là, elle a beaucoup évolué depuis les années 80 et le début de la découverte de l'infection, avec au début ce qu'on voyait, c'est-à-dire des patients qui finalement, dès le diagnostic, étaient diagnostiqués au stade SIDA, avec beaucoup d'infections opportunistes, de pathologies qui étaient dites classant SIDA, et un taux de morbidité et de mortalité essentiellement lié au SIDA qui était très important. Et puis, dans les années 90, et en particulier, le grand tournant, ça a été 1996, l'avènement des trithérapies antirétrovirales, avec derrière un visage qui s'est énormément modifié dans le profil de l'infection, avec moins de morbidité et de mortalité par SIDA, mais plus des pathologies finalement non directement liées au SIDA, puisque quand on regarde entre 2000 et 2010 finalement sur les études en France épidémiologiques, on avait à l'aube des années 2000 encore beaucoup de mortalité liée au sida, et puis celle-ci a beaucoup diminué derrière, alors qu'à l'inverse la prévalence des cancers non classants sida, on va y revenir, et puis également des pathologies cardiovasculaires a très nettement augmenté. Alors en pratique, les faits, qu'est-ce que c'est actuellement? Les faits, quand on regarde aux États-Unis, c'est depuis finalement la fin des années 90, donc début quelque part des antirétroviraux jusqu'à début des années 2010-2013, une très nette augmentation en termes de risque cardiovasculaire et de mortalité cardiovasculaire des patients infectés par le VIH, alors qu'à l'inverse, la population non infectée par le VIH, la population générale, a, de par la prise en charge de ces comorbidités, un taux de mortalité associé aux maladies cardiovasculaires qui diminue. Et ça ne touche pas que les États-Unis en pratique, puisqu'il y a de plus en plus de publications maintenant, que ce soit en Tanzanie, là c'est une publication en Ouganda, qui montre que le risque cardiovasculaire, vous avez ici par exemple ce qu'on appelle le risque métabolique, c'est-à-dire à la fois le cumul des risques d'hypertension artérielle, de dyslipidémie, de surpoids, tout ce qui va être regroupé sous l'appellation syndrome métabolique, et qui peut même d'ailleurs créer un score qui s'appelle le score de Framingham, qui est quelque chose qui a été calculé pour certaines populations pour évaluer le risque cardiovasculaire à terme, et qui poule toutes ces comorbidités, ces risques cardiovasculaires, et ça c'est très nettement augmenté chez les patients infectés par le VIH, quel que soit finalement maintenant le pays du monde, on le sait. L'autre chose, c'est le cancer. Alors les faits sur le cancer, c'est jusque finalement les années on va dire 2000, des cancers classant sida, donc qui étaient clairement liés au statut immunodéprimé des patients, qui était important. Ça, c'est ce que vous avez en haut à gauche, où le taux, la prévalence de cancers classant sida dans la population infectée par le VIH était très important, avec deux cancers classant sida en particulier, ce qu'on appelle le sarcome de Kaposi, d'un côté, qui était très important jusque dans les années 2000 environ, et puis le lymphome non-hodgkinien, qui était également très important. Alors, ces maladies restent évidemment importantes. Vous avez en ligne
l'évolution du profil entre 96 et 2006, hein, finalement, sachant que le compte de ces prévalences a été pris à 5 ans après le diagnostic VIH, donc prévalence importante de ces cancers et par contre une évolution très claire avec maintenant l'apparition, enfin le constat qu'on a beaucoup plus de cancers non classant SIDA par rapport aux années 80, début des années 90. Alors qu'est-ce que c'est que ces cancers non classant SIDA et finalement quelle est en dehors du risque cardiovasculaire notre problématique actuelle? C'est les cancers du canal anal, c'est la maladie de Hodgkin qui a toujours été très prévalente dans cette population de patients infectés par le VIH mais qui l'est d'autant plus maintenant. Les cancers du foie avec un rôle très important des co-infections hépatite C et hépatite B, et puis les cancers du poumon. Ça, c'est les constats. Alors, les causes. Les causes, finalement, c'est pas simple hein, dans l'infection par le VIH de savoir quelles sont les causes. Si on regarde le risque cardiovasculaire d'une part, la première des choses, c'est qu'on s'intéresse à une population qui a des facteurs de risque cardiovasculaire, en particulier le tabagisme, qui est augmenté par rapport à la population non infectée, pour tout un tas de raisons, que ce soit le mode de vie, que ce soit inhérent à le vécu de cette infection. Et quand on regarde le risque cardiovasculaire, très clairement, la première des choses, le premier des constats, c'est que bien évidemment, plus on a ces facteurs de risque cardiovasculaire traditionnels, autrement dit pour ça, plus on fume, plus on a de risques cardiovasculaires et de morbidité ou de mortalité cardiaque et vasculaire à terme, qu'on soit infecté ou non bien sûr, mais d'autant plus qu'on a un facteur VIH associé. Enfin, évidemment, il n'y a pas que ça. Le rôle du VIH en tant que tel est vraiment pas clair, et notamment sur des interactions avec l'endothélium vasculaire est probablement très important. Le rôle des traitements, c'est quelque chose qui est extrêmement débattu depuis des années. Probablement que les antirétroviraux de première génération induisaient, puisque ça induisait un profil notamment lipidique particulier, ça devait induire un risque métabolique et cardiovasculaire particulier. Et puis surtout, il y a un rôle de l'inflammation systémique et de l'activation du système immunitaire qui est important. Si on regarde les facteurs qui ont été associés au risque cardiovasculaire également au cancer, on a d'une part la baisse des lymphocytes TCD4, donc ça c'est une signature des patients infectés par le VIH qui vont avoir un déclin de leur système immunitaire et une baisse des lymphocytes TCD4, et plus ils sont bas, plus on a ce risque cardiovasculaire. Et puis aussi et surtout, et ça c'est quelque chose qui est bien connu sur le tournant du début des années 2000, des publications de 2003-2005, il y a des marqueurs d'inflammation systémique dans cette maladie qui sont importants et d'activation des voies de la coagulation. Et en fait, on se rend compte que les marqueurs de cette inflammation systémique, plus ils sont élevés, plus ils sont associés à la morbidité, la mortalité cardiovasculaire, et également plus ils sont associés au risque de cancer. Il y a un parallèle qui est très clair pour ceux qui travaillent sur le sujet avec ce qu'on voit dans d'autres pathologies inflammatoires, notamment les maladies auto-immunes, hein, par exemple, dans lesquelles il y a un risque augmenté de maladies cardiovasculaires qui est inhérent à l'inflammation systémique et qui persiste en dépit des traitements de ces pathologies. Ça, c'est maintenant bien montré avec le VIH. Il y a une augmentation qui est précoce de la taille de certains composants de la paroi artérielle. Et ce que vous avez ici, c'est un outil de mesure qu'on utilise depuis une vingtaine d'années et de manière assez importante, qui est ce qu'on appelle l'épaisseur intima media, qui est un reflet assez précoce du remodelage de la paroi des artères en lien avec beaucoup de pathologies inflammatoires. Et ça, c'est très montré dans le début de la genèse, finalement, de la pathologie cardiovasculaire, y compris dans le VIH. Et ça, c'est très associé à l'importance de la charge virale, donc de la réplication du virus, d'une part. Et puis, le même parallèle existe si on avait modifié la diapositive ici qui montre la répartition des charges virales des patients en fonction de leur épaisseur intima média. La même chose existe avec les taux de biomarqueurs d'inflammation, notamment la CRP. Et en fait, ça, depuis 10 ans, c'est connu. Quand on regarde l'athérosclérose, le remodelage cardiovasculaire, on commence par de la dysfonction de l'endothélium, qui est lié à des radicaux libres, qui est lié au tabac dans la population générale, qui est lié à de recrutement de cellules inflammatoires, et puis ça va faire augmenter par le recrutement de ces cellules l'épaisseur justement de cette paroi intima media, avec la prolifération de cellules, l'activation de cellules immunitaires, et ça va aboutir à la genèse d'une plaque d'athérosclérose qui peut donner une instabilité et qui peut éventuellement donner un événement cardiovasculaire. Dans le VIH, chacune de ces étapes a été montrée comme étant associée à différents paramètres. La charge virale, l'activation de l'endothélium et de la lignée monocytaire d'une part, la lymphopénie, l'activation à nouveau du système immunitaire pour l'augmentation de cette épaisseur intima média, et également des événements intercurrents comme pouvant conduire à l'instabilité d'une plaque d'athérosclérose. De la même manière, c'est moins connu pour le cancer, ce découpage très physiopathologique, mais néanmoins, ce surrisque de cancer, il est lié
aux conduites à risque d'une part. Encore une fois, cette prévalence du tabac va jouer de manière très claire sur le cancer du poumon, typiquement. Également l'alcool, qui va jouer en plus sur le cancer du foie, en plus des co-infections hépatiques, bien sûr. Et puis, il y a un effet qui est potentialisateur, qui est majoré par l'inflammation, l'immunosénescence, donc ce vieillissement dont on parlait, qui est lié à un vieillissement finalement précoce du système immunitaire. Et en fait, si on fait un parallèle avec le titre initial, ce dont on se rend compte, c'est que les patients infectés par le VIH ont vers 45-50 ans des pathologies qu'habituellement on observe vers 50, 60, 70 ans habituellement. Alors, les perspectives de recherche, finalement, pour conclure, d'une part, c'est de voir finalement d'où vient cette inflammation. Dans le VIH, c'est maintenant bien montré que très tôt au cours de l'infection par le VIH, il y a une forte réplication du virus qui a lieu dans le tube digestif et que cette réplication, elle conduit à une altération de la paroi du tube digestif, au passage notamment de produits microbiens dans un épithélium digestif altéré et donc à l'activation du système immunitaire qui est en dessous de ce tube digestif, notamment les lignées lymphocytaires T, les lignées monocytaires qui vont générer tout un tas de cytokines qui vont conduire à cette inflammation systémique. Le rôle de l'activation des monocytes dans le système cardiovasculaire, il est très important. Quand on regarde deux paramètres importants d'activation de la lignée monocyte macrophage, il y a le CD163 soluble et le CD14 soluble qui ont été montrés dans beaucoup d'études comme étant associés à un surrisque à la fois d'épaisseur intima média augmentée, donc ce que je vous montrais, mais également, ça a été suggéré comme un biomarqueur de risque précoce cardiovasculaire. Et en pratique, effectivement, ces biomarqueurs, plus ils sont élevés, plus la lignée monocytaire est activée et donc plus il y a un risque cardiovasculaire qui existe. Et puis sur d'autres paramètres, et ça c'est très récent, il y a une grande effervescence autour du métabolisme, de l'immunométabolisme et justement dans quelle mesure les monocytes activés ont un métabolisme finalement accéléré et vont jouer sur la genèse de l'athérosclérose. Puis dernière chose, et ça fait le lien avec finalement ce sur quoi on travaille plus particulièrement avec Michaela Müller-Trudvin ici, c'est très tôt au cours de cette infection, le VIH que vous voyez ici va être évidemment capté par des cellules, par des sensors, notamment les cellules dendritriques, et ça va aboutir à la synthèse notamment d'interférons type 1, alors beaucoup de types d'interférons, et sur les cellules cibles, ça va aboutir à une signature interféron pathologique qu'on peut également constater dans d'autres modèles pathologiques comme certaines maladies auto-immunes. Et ça va conduire à une inflammation chronique dérégulée sur laquelle il faut qu'on essaye de jouer. Et comme biomarqueur qui nous intéresse nous particulièrement, il y a une chimiokine qui s'appelle IP10 que certains d'entre vous ici connaissent bien également dans d'autres modèles. Et ça a été bien montré comme étant associé à des facteurs de progression de l'infection par le VIH, c'est-à-dire que plus ce biomarqueur qui reflète l'activation de la voie d'interféron est élevé, plus le risque de progression existe. Et c'est associé d'une part à une baisse des lymphocytes T CD4 et d'autre part à une activation de différents paramètres immunitaires dans le sang. Donc en conclusion, finalement, activation immune et infection par le VIH, c'est quelque chose qui est très large, puisque à la fois la réplication virale, comme on a dit, l'activation de la voie de l'interféron, la translocation microbienne, l'activation des lymphocytes TB, des monocytes macrophages, la déplétion des lymphocytes TCD4 par des mécanismes d'homéostasie, mais également, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est les infections opportunistes, les phénomènes de reconstitution immunitaire et bien évidemment les co-infections hépatitiques B, C, le CMV vont jouer dans la genèse et la pérennisation de l'activation immune. Et ça a deux grands types de conséquences très importantes pour le patient. La première, c'est les conséquences immunologiques. La baisse des lymphocytes T CD4, bien sûr, c'est ce qu'on connaît le mieux, mais également les défauts de reconstitution immunitaire, c'est-à-dire malgré les traitements efficaces, les CD4 ne se reconstituent pas bien, et puis ce qu'on appelle l'immunosénescence, donc ce vieillissement du système immunitaire. Et puis, sur un plan clinique, le risque cardiovasculaire précoce, on en a parlé, les cancers, et puis ce que je n'ai pas abordé du tout, mais également le déclin neurocognitif, c'est-à-dire des altérations neurocognitives fines, mais plus précoces que chez des personnes de même âge. Et donc cette lutte inflammatoire permanente, c'est l'équivalent d'appuyer sur un bouton on en permanence sur le système immunitaire du malade. Et donc cette population qui actuellement vieillit en plus, a cette inflammation chronique. Et le parallèle, il est sur l'image en bas à droite finalement. Dans tous les champs et toutes les personnes ici qui travaillent sur l'inflammation ont les mêmes problématiques, c'est-à-dire cette interface entre inflammation et cancer, risque cardiovasculaire bien sûr, mais déclin neurocognitif, maladie d'Alzheimer, maladie neurologique, maladie auto-immune, etc., etc. Et donc, si on termine,
La problématique, c'est que la majeure partie des gens, et donc les personnes non infectées, elles vont faire un marathon et leur objectif, bien sûr, c'est de terminer la ligne. La problématique qu'on a, nous, c'est qu'on a des patients qui, de fait, se battent en permanence, donc ils ont un boulet à la cheville quand ils font leur marathon. Et l'enjeu qu'on a, nous, c'est probablement, en tenant compte de toutes ces comorbidités, de réussir à leur faire passer la ligne du marathon sans trop de retard, mais surtout en les aidant sur les différents plans, notamment cardiovasculaires et tumoraux. Merci beaucoup.